Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! L'expression dit jamais 203. Vous autres à la maison, vous ne savez pas pourquoi, mais nous, je ne sais pas. On a des problèmes de Wi-Fi. Est-ce que c'est la tempête dehors? C'est terrible. On est en pleine journée de tempête. Moi, c'est le jour du souvenir. Et j'ai toute une anecdote pour toi. Au gala de Michaela Meyer contre Marie Spencer, là, tu vas avoir l'air moins surpris. Ça fait 3 fois que je te raconte l'anecdote. Vas-y, je fais comme si je ne l'avais pas entendu. Il y a monsieur Gilles Masson qui, dans le fond de l'aréna, me faisait des grands signes. Là, je pars à la course, je m'en vais voir Gilles. Il me dit, Laurent, il dit, ça a-tu bien été en route? J'ai dit, ouais, 40 minutes d'autobus. Il dit, tabarouette, ça va vite. Rimouski-Montréal, lui, il pensait qu'on habitait, que j'habitais avec toi, qu'on était ensemble. C'est là, ça? Dit, non, on est juste, moi, je suis juste l'instrument de Marie-Ève à l'animation. Puis là, on a bien ri. Et un monsieur dit, tiens-toi bien, il m'a invité chez eux. Là, je vais y aller. Il m'a dit qu'il y avait plus de 30 000 objets et accessoires sur la boxe québécoise. Il a gardé tous ses programmes quand il est allé au Centre Paul Sauvé. Fait que je vais aller le rencontrer. Un vrai fan de boxe, là, passionné. Là. Vraiment. Puis là, il me regarde. Puis là, Martine Vallière-Bisson était assis à la table à côté. Puis là, il me dit dans l'oreille, je suis Martine Vallière-Bisson, 6 victoires, 2 défaites. Là, j'ai dit, oui, c'est elle. Monsieur, vous pouvez aller la saluer, elle est encore parlable, malgré son air un peu. Marie, malgré son air. On a beaucoup de choses à discuter. On va revenir sur le combat de Michaela Meyer et Marie Spencer. La suite des choses aussi, il y a un report dans le combat de Léla Baudouin et T'arbores fièrement tes couleurs. Et Alyssa Bob Gardner. On va rire aussi des bonnes blagues qui se sont envoyées sur Instagram. Mais on commence, là. Après ça, on va avoir plein d'autres sujets. On va descendre nos sujets, là. Il y en a plein. On parlait de Clarissa Shields qui est rendue 8 fois millionnaire. On a des sujets. Caro Vert, Alexa Kubicki, les retraites de Cecilia Brækhus, il y a plein de choses. Non, il y a des affaires en v'là. Marie, toute une histoire. Michaela Meyer allait affronter Marie Spencer pour le titre de la WBA. Et là, je reçois un appel de les hautes autorités. 3 ceintures en jeu. Ça rajoutait beaucoup au prestige. Moi, je me doutais, là, c'était bizarre, hein, mais quand tu vas au casino, là, puis tu vois l'autre équipe arriver, là, puis ils sont quasiment à 10, ils ont l'air bien organisés, puis James Ali Bashir, qui est un entraîneur, une légende, qui est rendu à 82 ans, s'il était là, j'ai fait comme oups, puis ils arrivent, mais on le savait que Michaela Meyer était préparé, on savait aussi qu'elle était favorite à 6 ou 7 contre 1, mais c'est vrai là, qu'elle a fait une performance extraordinaire, Michaela Meyer. Mais là, moi, ce que je veux dire, OK, c'est que moi, je trouve que ça n'enlève rien à Marie Spencer, qui a été 3 fois championne du monde dans les années 2000, qui est revenue à peu près 15 ans plus tard, elle va avoir été championne du monde. Moi, je l'ai trouvée ultra compétitive, le combat revanche contre Herman. Elle a eu sa chance contre Michaela Meyer. Dans le fond, là, le promoteur, il l'a amené jusqu'au bout qu'il pouvait. Elle est allée jusqu'au bout que son corps le permettait, rendu à 40 ans. Michaela Meyer, c'est une top 5 mondiale.
Donc, moi, je trouve que c'est merveilleux. Puis, je ne sais pas c'est quoi la suite des choses. Ça appartient à Mary Spencer. Oui, Mary Spencer, peu importe la décision qu'elle va prendre pour la suite, elle s'est rendue là, tu as raison. Elle a fait, elle est passée pro tard aussi, il faut se rappeler de tout ça. C'était une décision qui est venue tardivement. Elle avait quitté la boxe amateur, elle a pris une pause. Après ça, elle est passée pro. Eye of the Tiger, comme tu dis, l'a amenée championne du monde. Elle a eu quand même ses heures. Elle a affronté des bonnes filles. Donc, rendue là, les meilleurs, on veut qu'elle affronte les meilleurs. Puis Michaela, ben, Les meilleurs. c'était quand même quelqu'un. Les meilleurs. Michaela meilleure est quand même dans le top, comme tu dis. Là. À un moment donné, tu veux te challenger toi-même, surtout pour 3 titres. Tu ne veux pas gagner 3 titres ou te battre pour 3 titres contre quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Habituellement, 3 titres, il faut que ce soit des bonnes boxeuses. Donc, regarde, c'est arrivé. Maillard a fait une excellente performance. C'était très préparé. On a vu, je trouve que les catégories plus lourdes vont mieux à Maillard que les catégories plus légères, le 147, le 154. Mais il faut admettre que Maillard, c'était pas comme une 130 classique. Là. Elle mesure 5 pieds 9. Là. C'était sûr que ça allait pas tenir. Tu sais, moi, je me rappelle de Michaela Maillard, là, des vidéos sur Instagram qu'elle publiait après coup, après ses combats, où elle pleurait dans son bain en train de faire sa coupure de poids à 130. Puis c'était très, très fastidieux. Clairement, c'est une femme plus heureuse à 140 et plus. Elle paraît très bien aussi. Elle est très, très... elle a l'air en forme sur tous les aspects. Là. Comment on dit en anglais, ils vont dire... ben là, je ne sais pas pourquoi, mais je vais dire en français, là, une bonne ambassadrice pour le sport. Oui. Tu sais, elle a vraiment de la classe, elle est distinguée. Tu sais, j'ai adoré tout le personnage puis l'aura autour d'elle. Tu sais, quand j'avais vu Terence Crawford, tu sais, j'avais vraiment l'impression de voir un top 5 mondial, là, une légende. Puis c'est un peu ça que ça m'a fait un autre. Avec Maillard, tu as les deux côtés de la médaille. Si tu veux faire du beef, elle est capable de t'accoter. OK? On l'avait vu avec Alicia Baumgartner. Mais si tu la respectes, elle va te respecter. Elle n'avait aucune raison de venir ici puis rentrer dans Mary Spencer qui avait de bons mots pour elle tout le long. Aussi, là, c'est ça. Donc, les filles se sont battues avec respect. Ils ont fait une fight week respectueuse. Puis ça s'est terminé dans le respect aussi. On a vu une petite vidéo, entre autres, que Top Rank a publiée, où on voyait Maillard aller voir Mary Spencer dans le vestiaire pour lui redonner sa ceinture WBA parce que c'est prêté, ces ceintures-là, là, pour les photos. Il n'y avait que du respect. Maintenant, Maillard, ses options sont multiples. Je vais en parler vite, vite. Là, elle se ramasse avec un titre à 147. Les 3 autres sont à Lauren Price. Elle se ramasse avec 3 titres à 154. L'IBF manquant est à O'Shea Jones, qui est sa bonne amie. Elle ne peut pas garder les deux 140. Elle ne peut pas garder les deux WBO. Elle a un choix à faire. Donc, dans les prochains jours, on va savoir un peu plus. Est-ce qu'elle part après O'Shea Jones ou elle part après Price, Lauren Price? Les deux combats sont pour Undisputed. Elle a le choix. T'as pas une impression que, vu qu'elle n'a pas 20 ans, qu'elle pourrait aller tout de suite à 160 pour continuer la grande collecte? Moi, je pense qu'elle veut son money fight contre Lauren Price. C'est mon avis. Là. C'est mon humble avis. Je pense qu'elle va vacate le WBO seulement à 154 livres. Parce que c'est la seule, l'association ne permet pas, elle n'a pas l'IBF à 154 livres, donc elle n'a pas à le vacate. La WBC et la WBA vont l'accepter, vont accepter qu'elle ait 2 titres-là, même si elle garde le WBO, une catégorie plus basse. Je pense qu'elle va courir après ces 2 catégories-là. Et oui, elle pourrait monter rapidement à 160 après, vu que les catégories les plus lourdes lui vont très bien et qu'il y a de la compétition. Des filles comme Tam Thibault, il y en a, là, ils commencent à arriver à 160, là, les Desley Robinson de ce monde. Il y a quelques combats intéressants à prendre à ce poids-là. Et on dirait que Desley Robinson, genre, on dirait que c'est une machine à médias sociaux. On dirait que je ne suis pas capable d'ouvrir mon Twitter sans qu'elle soit là. Genre, je sais on va en parler un peu tantôt, là, parce qu'elle a fait un combat, mais c'est une chic fille aussi. Elle sait bien se vendre, puis c'est une chic fille. Vraiment, Desley Robinson. Là. Mais à 160, elle est là comme gardienne là, de 2 titres. En conclusion, sur ce sujet,
Moi, je veux saluer la carrière et l'apport de Mary Spencer à la boxe féminine. Ces 3 championnats du monde dans les années 2000. J'ai vu Ariane Fortin arriver genre, avec son sac à dos pour venir supporter Mary Spencer. Je pense qu'elles se sont affrontées 7 fois chez les amateurs, une des plus belles rivalités qu'on a eues au Québec en boxe. Ça en prend des filles comme ça pour ouvrir la porte à d'autres. Ça prend des belles rivalités. Une rivalité canadienne qui a ouvert des portes à d'autres filles qui sont allées ensuite aux Olympiques. Bravo aux deux. Bravo à Maillard, bravo à Spencer. Non, mais bravo à Spencer pour sa carrière, bravo à Maillard pour la belle performance et une belle continuité. On va lui souhaiter de faire honneur à tous ces titres-là, puis d'obtenir le combat qu'elle veut, parce que c'est pas simple, Maillard, présentement. Hein? On sait que chez Top Rank, ils n'ont pas de contrat de diffusion présentement, donc ça l'amène à cogner à plein de portes pour avoir des combats en attendant que ça se règle. On va souhaiter que les Money Fights pour elle arrivent aussi, comme d'autres en bénéficient. C'est comme ça que je le verrais. Est-ce qu'on peut changer de sujet et parler de ma bonne amie Caroline Vert? Ben écoute, veux-tu que je vais faire les résumés? Ah, vas-y. J'ai pas d'histoire à te conter là-dessus. Je vais le dire comme je le pense. Là. Quand mon ami Léla Baudouin a pris le combat contre Alicia Baumgartner, ils ont laissé tomber le titre WBC parce que les deux filles tenaient à se battre sur 3 minutes. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais Samuel Descaries-Drolet, qui est un des plus grands génies de la boxe professionnelle présentement, lui, il s'est dit si je gère la carrière, je coach les deux filles, là, je suis au courant que la WBC est vacante, aussi bien essayer de la passer à Caroline Vert. Comme ça, tout le monde va être heureux dans mon gymnase. Puis les deux vont se motiver en s'entraînant ensemble. Fait que là, le génie, ça, c'est Sam. C'est comme ça que tu vois ça, toi. Là, il a appelé la WBC. Là, la WBC, ils ont dit pas de problème. Là, il y a eu un appel d'offres. Puis boum, on a ouvert contre personne. Et ce qu'on sait, c'est que personne ne va sortir de sa Belgique natale pour venir aux États-Unis. C'est ce manière que je l'ai lu, c'est le génie de Sam. Veux-tu que je te raconte la vraie histoire? Ouais, vas-y. On va reculer au dernier combat de Caroline Vert, OK, qui était contre Licia Boudersa. Éliminatoire WBC à 126 livres. Caroline gagne, devient mandatoire de Tiara Brown, la championne WBC à 126 livres. On est en juillet, on se rappelle. Le 5 août, l'équipe de Caroline Vert reçoit une lettre de la WBC, l'équipe de Tiara Brown aussi, et le combat est ordonné entre Caroline Vert et Tiara Brown à 126 livres et ils ont 30 jours pour s'entendre. L'équipe de Tiara Brown step de 3 km de haut parce qu'ils n'ont pas fait de défense optionnelle depuis qu'ils ont gagné en avril. Puis il n'y avait pas de plan de combat non plus. Donc, l'équipe de Tiara Brown commence à argumenter que la WBC leur demande de revenir back, de retirer le combat ordonné et de leur permettre de faire une défense optionnelle avant. La WBC leur donne un deadline. Elle dit, OK, vous avez jusqu'à telle date au mois d'août pour me fournir la date et l'adversaire que vous allez affronter en défense optionnelle, sinon le combat reste ordonné. L'équipe de Tiara Brown se dépêche, fait quelques appels et on lui fournit la date du 20 septembre et l'adversaire Emma Gongora, qui est choisi sur le fly à moins d'un mois d'avis, là, à peu près. Donc, Emma Gongora accepte et s'en va faire la défense optionnelle de Tiara Brown. Ça amenait Caroline à pouvoir être réordonnée quelque part au début de l'année pour un combat en 2026. Entre-temps, Alicia Baumgartner vacate son titre WBC. Et la gérante, qui est Katia Manel, parle au promoteur Dimitri Salita et dit « Pourquoi pas? Ils nous doivent bien ça, d'une certaine manière, parce qu'ils ont revenu back sur un combat ordonné, on a les lettres puis tout. » Oui, mais là, Marie, elle va juste arrêter. C'est ça l'histoire. Ça fait combien de temps que ce beau monde-là est dans le monde de la boxe? Genre? Vous continuez à faire confiance à la WBC qui ordonne des combats? C'est ça qui est ça. Fait que de me sortir les lignes de règlement que la WBC n'a jamais respectées. La WBC peut respecter son livre de règlement, mais peut aussi le contredire avec des 2 tiers à main levée dans les votes. Donc, ils ont déterminé, la WBC a autorisé que Caroline monte de catégorie et puisse être ordonnée contre Pearson, qui était celle qui était ordonnée déjà contre Baumgartner. Quand Baumgartner avait quitté le titre, c'était juste avant l'appel d'offres.
C'était déjà ordonné avec Pearson. Donc, Pearson, elle avait son shot, c'était sûr. Caroline a saisi l'occasion, puis c'est elle qui a le shot. Donc, c'est ça l'histoire, la petite histoire pour la forme, et ce qui va nous amener à un combat en début d'année. Marie, je veux juste dire que je préfère mon histoire à moi, où Sam est un génie, parce que ce que les gens veulent à la maison, c'est des combats, là. Ils ne veulent pas savoir toute l'histoire. Mais moi, je pense que les gens veulent savoir toute l'histoire. Parce que je me suis tellement fait gosser pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. À cette heure, je le sais ce qui se passe. Voici ce qui s'est passé. Donc, on a un combat en début d'année. Je vais t'arrêter, OK, pour le bien du podcast. Vas-y, je t'écoute. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que Delphine Personne, c'est une bonne boxeuse, mais Caroline Vert a tous les outils pour gagner ce combat-là. Mais sur papier, si j'étais un pronostiqueur, c'est réellement un combat 50-50. Parce que personne, c'est une bonne boxeuse. Allez voir ses faits d'armes sur BoxRec. Mais Caroline Vert, c'est une boxeuse générationnelle. Mais Caroline Vert, présentement, elle est vraiment très bonne. L'ajustement pro est fait. Magnifique combat 50-50 où, je vous le dis, quand la cloche sonne, vous ne pouvez pas deviner qui va l'emporter. Et ce sera un grand combat. Moi, je me range derrière Caroline Vert. Je pense on va se ranger derrière notre Caroline. Elle a peut-être des meilleures performances dans ces derniers combats comparées à personne. Mais je vous le dis, d'une manière sportive, ce sera un grand combat. On attend la date, ça devrait être début d'année, probablement en janvier, peut-être début février, quelque chose comme ça. Ça va se passer aux États-Unis. C'est Dimitri Salita qui va l'organiser finalement. Ils ne sont pas rendus à la veille de l'appel d'offres, la journée, le matin même de l'appel d'offres, ça a été annulé parce que les deux parties se sont entendues. Donc, je suis très contente pour Caroline parce qu'elle a passé une année et demie, mettons, depuis qu'elle a quitté groupe Yvon Michel, Daniel Bouchard. Il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas aussi. C'était pas simple. Puis, ça prouve que quand on travaille fort, on peut se ramasser en combat de championnat aussi. Même si on a subi la défaite, même si on a dû changer de promoteur, il faut avoir du talent, mais il faut aussi être persévérant. Puis, j'ai tellement hâte de voir ce combat-là. J'aimerais tellement y aller. Tu sais, moi, j'ai plus de vacances. Je ne peux pas aller au combat de Leila. On n'est plus de vacances 2025. En même temps, je veux dire, avec les commandites et les chiffres sur YouTube, tu t'es quand même payé une maison à Rimouski. Bref, j'aimerais ça y aller. Ma banque de vacances recommence à zéro. Je retombe à banque pleine à partir du 1er janvier. On verra qu'est-ce que ça va donner. J'espère pouvoir y aller. Je me rends compte que j'ai fait une faute dans pneumonie en bas d'écran. Pneumonie. Non, j'ai mis un L, mais c'est pas grave. Ah, c'est correct. Moi, je ne l'avais même pas remarqué. C'est ma presbytie qui commence. Donc, on va vous revenir avec Caro quand on aura plus d'informations on va vous donner plus de détails. Toi, tu disais combat 50-50. C'est vrai que Delphine, c'est une fille qui a une énorme... Mais là, je dis combat 50-50. Je veux pas que toutes les filles qui écoutent ton podcast là, me disent que je suis anti-local et que je me fasse attaquer sur Instagram. Fait que découpe pas l'extrait, s'il vous plaît. Non, mais excuse-moi. Il y a vraiment une armée de 120 secondes qui me surveille. Là. Excuse-moi, pardon, mais c'est correct de dire un combat 50-50. Si on disait que c'est un combat qu'elle allait facilement gagner, ça serait déjà plate. Ça veut dire que ça va être un combat plate. Parce qu'à un moment donné, un combat qui va dans un seul sens, ça ne sert pas la boxe. On veut des bons combats. Ça, c'est un bon match-up. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Là. Quand il y a une ceinture qui traîne et que tu peux gagner 9-1 ou 10-0, ramasse la ceinture et on fera des combats de défense après. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour être d'accord tout le temps. On va se battre. Flash dans ton gilet, voir. C'est ça. Parce que moi, là, je sais là, que quand tu vas dans un canot de boxe, il y a des journalistes puis tout le monde est neutre. Là. Mais moi, c'est au diable la neutralité. Là. L'autre fois, j'ai applaudi une performance, j'ai acheté un chandail, j'ai embrassé une boxeuse, mais là, je me suis fait prendre. C'est que j'étais en train de rédiger. Puis là, je vais te dire, Marie-Pierre Roule, elle arrivait, elle a couru pour m'embrasser de même, tu sais. Mais là, moi, j'écrivais. Fait que là, j'avais l'air de... comme journaliste, de fraterniser avec une boxeuse, mais elle m'a vraiment pogné par surprise. On n'est pas membre de l'ordre des journalistes. Nous, on est des médias alternatifs, comme on dit. On a le droit. Mais là, attends, je veux faire moi, j'aime ça, faire les préambules. Vas-y. C'est mon métier, ça. Gervonta Davis est un
J'ai-tu le droit de dire vidange ou ils vont se prendre mon même. Gervonta Davis est une vidange, donc il faut que Jake Paul trouve un autre adversaire. Donc, ça repousse l'événement du 14 novembre au 14 décembre ou 13. C'était-tu 13 ou 14? C'est pas sûr, ça. La date n'est pas déterminée encore. L'IBF a retiré son post avec la date. Entre guillemets, ça va être dans un mois. En décembre. Léla n'avait pas l'air trop nerveuse. On en reparlera en temps et lieu de Léla versus Baumgartner, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien comment la promo est faite. Tu sais. L'autre qui est dans son bain avec des doigts d'honneur, Léla qui répond dans son bain avec un sourire. C'est parfait. Léla n'a pas l'air intimidée. Elle ne tombe pas dans le piège d'être émotive non plus. Elle répond à tout de manière avec un petit sourire taquin, parce qu'elle a quand même elle a fait sa part de promo. Mais j'adore l'attitude de Léla. Ils ont sorti les premières cotes. Léla était négligée à 7 contre 1, mais je pense pas que ça énerve beaucoup les athlètes. Là. Juste aller faire un upset. C'est à elle de préparer en conséquence. Elle, il faut qu'elle focalise sur son travail. Puis le fait d'être retardé, le combat, c'est un mal pour un bien parce que, en vrai, ça lui donne juste plus de temps pour être prête pour le 12x3. Mais il a été retardé comme assez loin de la date. Là, ça va lui donner à peu près un mois de plus de camp d'entraînement, selon moi. Là. Mettons qu'on s'enligne vers un des vendredis de décembre, là, le deuxième ou le troisième vendredi de décembre. Ben, ça me fonctionnerait. C'est à peu près un mois de retard. Un mois de retard, ben, c'est un mois d'entraînement, un mois de sparring de plus, un mois de plus à étudier l'adversaire. Et c'est pas si pire. C'est pas comme si c'était retardé de 3-4 mois. Là. Ça va être en 2025 pareil. Donc, on attend des nouvelles du nouvel adversaire de Jake Paul. Il y a 3 combats féminins sur cette carte-là. Il y a notre Canadienne Amanda Galley aussi qui se bat pour Undisputed contre Nix. On a aussi Yokasta Vallée contre Bustillos. Donc, 3 combats féminins là-dessus. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi ils n'ont pas gardé la carte telle quelle, puis pourquoi ils n'ont pas mis Baumgartner contre Leyla comme main event. Je comprends le point. Si ça avait été sur The Zone ou autre, ça aurait pu être le cas, mais Netflix veulent aller chercher les grosses vues. Mais non, mais là, arrêtez les gens à la maison, là, arrêtez, là, même si on n'aime pas Jake Paul, à chaque fois qu'il se bat, il bat des records de code d'écoute. C'est ça, tu sais. Mais non, arrêtez. Fait que là, tu sais, moi, je préfère dire que les filles vont bénéficier des codes d'écoute de Jake Paul plutôt que d'avoir des codes d'écoute. Parce que si on revient à Taylor Serrano 3, ils l'ont fait main sur Netflix, les codes d'écoute étaient corrects pour un gala féminin, mais n'étaient pas comme celle de Jake Paul, vraiment pas. Là. Donc, ici, il faut arrêter avec ça. Moi, je pense que ça n'enlève rien aux 2 filles. Oui, ils sont capables de faire main event. C'est pas ça. C'est pas une question de capacité, c'est pas une question d'intérêt du combat. Non, mais Marie, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche. Là. Il y a un réel engouement de peut-être la génération qui nous suit plus quand Jake Paul est dans un ring. C'est ça. Et ça profite aux gens qui font la demi-finale. Moi, c'est payant. C'est payant pour le diffuseur. C'est ça. À mon travail, quand il y a 8 personnes que je pense qui n'aiment pas la boxe puis qui m'accrochent en me disant « C'était fou, ça, Serrano Taylor 2! » Mais tu vois l'impact de la finale. Tu sais. Puis les gens ont tendance à négliger, les fans de boxe, on oublie quel rôle a le diffuseur dans ces gros événements-là. Il est énorme, le rôle du diffuseur, autant dans les bourses que dans les choix des adversaires sur les cartes, que dans les dates des combats. On pense que le promoteur ou que les athlètes ont le gros bout du bâton, mais si le diffuseur n'embarque pas, il n'y en a pas de gros combats là, avec des grosses bourses puis de la grosse visibilité. C'est rendu comme ça, le monde d'aujourd'hui. Il faut vivre avec, c'est de la business, comme on dit. Ça, c'est la business de la boxe. On dirait que tu allais imiter Ross Amber. Je pense pas que j'ai une bonne imitation de Ross Amber. Alex Kubicki retourne en championnat du monde. Tu sais, ça, je ne savais pas quoi penser là, parce qu'elle était déjà allée, mais là, en même temps, tu sais, je suis allé étudier Ruiz, qui est une excellente boxeuse, mais c'est pas l'autre. Mais là, est-ce que je sais pas, moi, y a-tu une recette? Y a-tu un livre, comment monter une carrière? Est-ce qu'on devrait refuser un 2e combat de championnat du monde consécutif parce qu'on a perdu le premier contre Fondora? Est-ce qu'on devrait se refaire? Est-ce qu'il y a tout le temps 3 combats de remise entre chaque combat de championnat?
Je ne connais pas la règle, mais on souhaite bonne chance à Kubicki. Le commentaire qui me revient de ces derniers temps, c'est que comment ça que c'est pas Ginny Fuchs qui a le combat contre Adelaide Ruiz, vu que Fuchs est championne intérim, c'est comme s'ils l'ont skippé. J'ai mon hypothèse, j'ai pas la vérité infuse, mais j'ai mon hypothèse sur pourquoi ils ont skippé Ginny Fuchs et pourquoi ils ont donné un combat. Mais pourquoi ils ont donné à Kubicki une deuxième chance de suite si elle s'était faite knocker au combat d'avant? J'ai une hypothèse. C'est une hypothèse, j'ai pas, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais je pense que ça ferait du sens. Premièrement, Ginny Fuchs, championne intérim, oui, mais inactive depuis 15 mois. C'est pas battu une fois depuis qu'elle a gagné le 31 août 2024. C'est pas battu une fois. Mais je pensais que tu allais dire 15 ans. J'ai vraiment eu peur. Non, mais tu sais, donc ça se peut qu'à cause de son inactivité, on ait simplement skippé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fight ready. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voulait pas, mais je pense qu'ils ont déterminé qu'ils la skippaient. Pour ce qui est de Kubicki, si on revient en arrière encore, on parle des affaires de WBC, c'est mes hypothèses WBC. Là. Comme tu sais, tout peut changer à WBC, les règlements, tout. Moi, il faut se rappeler que Kubicki se préparait pour aller en éliminatoire WBC pour plus tard affronter Fundora cet été. Elle est encore en entraînement pour une autre adversaire, une droitière. Or, quand Fundora, l'adversaire de Fundora n'a pas pu obtenir son visa, on a demandé à Kubicki de stepper in à 5 jours, 6 jours d'avis pour accepter le combat. Pour Undisputed. Donc, elle a steppé in 5 camps d'entraînement contre une gauchère pour prendre la place de la fille qui n'avait pas eu son visa et faire le main event du Golden Boy, du show Golden Boy. Je pense que même si elle a perdu au 7e round, elle a quand même tenu debout pendant un bout. Elle a pas mal fait à comparer à d'autres adversaires que Fundora a fait et je pense que la WBC lui devait peut-être un autre shot. Ça peut se plaider. Mettons que moi, je suis l'agente de Kubicki. Je pourrais plaider, regardez, on vous a rendu un service pour que le show ait lieu. On a steppé in pour affronter Fundora à 1 semaine d'avis, mais moi, je m'en allais en éliminatoire, puis j'aurais pu avoir un camp complet contre Fundora. Donnez-moi une chance sur le titre vacant de la catégorie au-dessus. Je pense que ça se plaide. Puis je pense que la WBC pourrait autoriser ce genre de choses, vu qu'il autorise tout plein de choses, la WBC, comme tu dis. 2/3 de main levée, puis ça passe. Donc, moi, ça ne me traumatise pas à outrance que Kubicki ait son shot à 115 livres, contrairement à d'autres qui ont l'air d'être bien fâchés de ça. Moi, je trouve mais moi, Marie, moi, je suis pas très... Tant mieux pour elle. Moi, je me demande juste, dans mon grand manuel, comment on monte une carrière? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais en même temps, il y a d'autres théories qui vont dire que quand tu as une chance en championnat du monde avec un camp d'entraînement correct, tu y vas tout le temps. Ce combat-là est beaucoup plus paritaire que lui contre Fundora. Donc, je pense qu'elle a une chance, Alexa, sur celui-là pour vrai. J'ai hâte de voir le 115 livres, comment ça lui va. C'est une nouvelle catégorie pour elle aussi. On verra. Je suis très intriguée et j'ai hâte de voir. Mais dans le fond, c'est une autre de nos Canadiennes qui s'en va en championnat du monde. Moi, c'est comme ça que je le note. Il y en a beaucoup cette année. Et c'en est une de plus. Qui retourne en championnat du monde en plus. 2 occasions en dedans de quelques mois. Là. Est-ce que c'est parce que la boxe canadienne féminine va bien? Je crois que oui, quand même. Maintenant, comment construire la carrière, comme tu dis, il n'y a pas de secret. Il y en a qui s'en remettent facilement d'une défaite. Il y en a que non. Il y en a qui ne s'en remettront jamais. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Mais moi, je pense que ce combat-là est beaucoup plus paritaire. Il est plus équilibré que celui de Fundora à la dernière minute contre une gauchère de 5 pieds 9. C'est... le style de Fundora rendait ça compliqué, on va dire ça. Plus équilibré et dans de meilleures conditions pour le camp d'entraînement. Yes. Hey, round de 3 minutes. Les deux côtés de la médaille. C'est un débat qui a commencé, je te dirais, en 2017, quand Mauricio Suleiman a écrit une grande lettre pour expliquer. Lui, il avait dit... En gros, sa phrase, c'était « c'est pas du sexisme, c'est de la science ». Puis Mauricio se range derrière la science. Ce que j'aime pas avec la science, parce que moi-même, je suis quasiment un scientifique, là, Marie, c'est que tu peux aller chercher des études qui vont te donner raison, tu peux aller chercher des études qui vont te donner tort. C'est ça. Ni moi et ni toi, on est vraiment outillés d'un point de vue
médical et scientifique, mais j'ai l'impression que c'est un débat qui ne se terminera jamais. Là, présentement, tu as la IBF, la WBA et la IBO qui vont l'autoriser. Tu as la WBC. C'est ça. Ouais, tu as la WBC qui ne veut rien savoir, juste pour la petite histoire. Après ça, j'en parle plus, moi, parce que je ne veux pas me mettre de pied dans la bouche. Mais au Québec, ce serait impossible de se lever un matin, puis que, exemple, Yvon Michel dise on va mettre Kim Clavel contre Yocasta Vallée sur 3 minutes. J'ai pas le choix, sinon Vallée ne veut pas venir ici, blablabla. Non, il faut que, depuis la commission Néron en 80, après la mort de Cleveland Denis, c'est tombé dans les mains de la RACG, la Régie des alcools, courses et jeux du Québec, qui, elle, est en dessous du ministère de la Sécurité publique. Donc, pour aller jouer dans le livre des règlements, puis mettre des combats de 3 minutes, il faudrait qu'il y ait un projet de loi, un politicien qui l'amène, un vote en chambre, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, la CAQ a plein d'autres affaires à régler avant, puis probablement qu'il n'y a pas personne politiquement qui va amener ce dossier-là pour un projet de loi. Donc, c'est juste ça que je veux vous dire. C'est pas aussi simple que mais pourquoi Camille ne met pas ça sur 3 minutes? Il ne peut pas. C'est une loi. Ouais. Il n'y a rien de simple. C'est pour ça que moi, je ne donnerai pas mon opinion, effectivement, sur les études. Il y a une multitude d'études. J'ai fait des recherches quand même. J'en ai trouvé 7 de 2019 à aujourd'hui qui mentionnent que les femmes sont plus à risque des commotions cérébrales. Les principales causes que je te dirais, c'est l'épaisseur de la boîte crânienne, les hormones. Puis il mentionnait que la femme est plus susceptible d'avoir le volume de commotion cérébrale serait plus élevé chez les femmes et la récupération serait plus longue et les effets, il y aurait plus d'effets sur chaque commotion. Maintenant, je ne suis pas scientifique, donc je n'ai pas d'opinion à donner là-dessus. C'est à la WBC de décider s'il y a des études qui corroborent l'inverse de leur posture assez sérieuse pour changer d'idée et permettre le 3 minutes. Maintenant, j'ai fait un sondage maison sur Instagram, Laura, et j'ai sondé 3 minutes. Préférez-vous les rendre de 2 minutes, de 3 minutes? Est-ce que ça, je m'en fous ou je ne sais pas? C'était les 4 choix que j'avais mis. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu. C'est surprenant. Une couple de centaines, facile, de gens qui ont répondu à ça. La plupart des athlètes amateurs ou professionnels. Je ne nommerai pas les noms, mais je les ai vus. Et surprenamment, j'ai peut-être un 12% qui me disait « je m'en fous » ou « je ne sais pas ». Mais le reste, c'était à peu près 50-50. Donc, on n'a pas non plus d'unanimité chez les femmes. Il faut faire attention avec l'idée de que toutes les femmes veulent les rondes de 3 minutes. Selon ce que moi j'ai vu, puis j'ai vu des noms assez sérieux qui ont répondu à mon sondage, ben, c'est pas vrai. Ça serait pas vrai. Il y en a beaucoup qui ont voté pour le 2 minutes. Il y en a même qui m'ont envoyé un petit message après pour me dire pourquoi. Certaines considèrent que le 3 minutes ne les rendra pas plus riches. D'autres disent que le 2 minutes est plus intéressant à regarder. Mais Marie, ça, c'est intéressant parce que l'argument du 3 minutes, quand on sort du côté médical, ça va être le premier point que les femmes vont amener, c'est que l'équilibre entre les bourses, je ne sais pas si c'est de la pensée magique, mais ils pensent que l'écart entre les bourses serait mystérieusement réglé avec les rondes de 3 minutes. Ça, c'est dur à dire, mais moi, j'ai une solution. C'est de la pensée magique. Là, tu traduiras, mais on va le dire en anglais, je pense, pour que ça se rende dans les oreilles. Non, dis-le en français, OK? Dis-le en français. Si tu peux le traduire en temps réel. Ah oui, je vais le traduire. Okay. Traduis-moi ça à Mauricio. Moi, j'ai la solution dans les combats pour un aspirant obligatoire ou un combat de championnat du monde. On autorise les 3 minutes. Au UFC, les rondes, c'est tout le temps 3 rondes de 5 minutes. En championnat du monde, ils font 5 x 5. Donc, pour les combats de championnat du monde, et là, on tomberait seulement dans l'élite qui irait faire des combats de 3 minutes. Et parce que je pense que c'est ça qui leur fait peur un peu. Tu sais, il y a des catégories. Tu sais, à l'époque, quand Marie-Ève Dicker montait les échelons à 154 livres, je pense qu'il y avait 14 filles inscrites sur BoxRec. Tu sais, Vanessa Lepage-Joannis, je pense que si tu enlèves, je ne vais pas faire d'orgisme, mais si tu enlèves les filles qui n'ont pas 40 ans, je pense qu'il en reste 3, genre, dans sa division de poids sur 8, OK? Fait que là, à un moment donné, je peux comprendre que c'est peut-être ça qu'on veut éviter parce que le bassin n'est pas assez profond. Puis
Puis là, tu veux pas avoir l'air fou dans des combats de 3 minutes avec du monde qui n'ont pas des habiletés pour être là. Mais rendu en championnat du monde, tu devrais autoriser les 3 minutes. Comme ça, tu viens comme couper la pomme en deux. Là. Moi, On aura juste le championnat du monde au Québec, mais c'est pas grave. Ouais, oui, je sais. Mais c'est parce que c'est pas juste la WBC, c'est ça que les gens qu'il faut comprendre. Même si la WBC l'autorisait, il y a des commissions qui ne l'autorisent pas. Il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Donc, le débat est compliqué. Il y a des commissions athlétiques par État, par province, par pays. Il y a la BBBC qui fonctionne par regroupement en Angleterre. Fait que là, ouais, j'avoue, c'est quand même complexe. Déjà qu'il n'y a pas d'unanimité chez les femmes, même chez les championnes. Fait qu'il y a beaucoup de débats à avoir. Puis je reviens juste sur l'argument de l'argent puis des payes, là. Je reviens avec l'idée, je le répète, on l'a dit un petit peu plus tôt tantôt, le diffuseur, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Puis le diffuseur, s'il considère qu'une femme est une grande vendeuse, elle va être mieux payée, la fille. Mais ça, là, je vais donner un exemple, moi, qui fait que je suis fâché. Puis je pense que ça date de là que les gens veulent 3 minutes, que les femmes veulent se battre sur 3 minutes. Je vais donner un exemple terrible. Un vendredi, Marie-Ève Dicker vend 2400 billets à Québec. Le lendemain ou le samedi d'après, David Lemieux vend 2400 billets à Montréal. Il affrontait un Argentin, il s'était fait envoyer au tapis au premier. Il y en a un des deux qui a gagné 250 000, puis l'autre qui a gagné 20 000. Je te laisse deviner qui. Mais il y avait le même nombre de billets vendus, le même nombre de pay-per-view. Il y a peut-être de ces injustices-là qui s'expliquent autrement, mais qui viennent se dire « Hey, c'est à cause que j'ai boxé 2 minutes. » Puis là, tu fais des amalgames, puis je sais pas. Mais oui, moi, je serais d'accord que tout le monde soit payé pareil. Moi, je me dis tout le temps, ça devrait être la loi de l'offre et de la demande. Tu vends bien. Je vais donner l'exemple du US Open au tennis. Les femmes font du 2-3, les hommes du 3-5, OK? Mais les femmes et les hommes ont la même bourse à la finale. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé amplement que la finale des femmes et la finale des hommes et les matchs de femmes dans le tournoi versus les matchs d'hommes attirent le même nombre de spectateurs pour des billets du même prix. Donc, à ce moment-là, ils ont déterminé que le spectacle fait faire autant d'argent à l'organisation, qu'il soit féminin ou masculin, donc on paye les championnes le même prix. Ça, c'est une vision qui a évolué. On est loin de ça en boxe, là. Je vais sortir mon féminisme en moi, là. Puis tu as raison, mais il y a des sports comme exemple la WNBA avec l'arrivée de Caitlin Clark, puis l'autre, là, Angel Reese, là, ils ont des superstars, ils ont des cotes d'écoute, ils ont des droits de télé, puis ils sont encore comme 12 fois en arrière sur les salaires. C'est pas parfait. Il n'y a pas rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Puis les solutions, c'est pour ça que moi, mon opinion compte peu rendu là, ici, dans ce sujet-là. Je ne suis pas boxeur, je ne suis pas promoteur, je ne suis pas diffuseur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas neurologue. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est j'espère juste que les femmes que le développement du sport féminin va se faire de la bonne manière, de la meilleure manière, autant pour l'athlète d'un point de vue financier que pour sa santé. C'est juste ça que je vais dire. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Maintenant, je vais appuyer une fille qui fait du 3 minutes et je vais appuyer aussi une fille qui décide de faire du 2 minutes parce que je n'ai pas les arguments pour dire qu'une devrait faire plus du 3 minutes ou que le 3 minutes. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des 15 rondes de 3 minutes chez les hommes, puis ça a fait un scandale quand c'est revenu à 12. Les gens n'étaient pas contents, mais c'était pour leur sécurité. Donc, le débat est loin d'être... Le nom de mon podcast, 120 secondes, là, il n'est pas à veille de changer de nom. Je te dis juste ça. Là. Il n'est pas à veille de changer de nom. Même s'il y en a qui essayent. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour l'instant. Oui. Mais moi, je juste, tu sais, en conclusion, c'est juste que je comprends la frustration. Je comprends les bourses qui ne sont pas les mêmes. On comprend ça. On comprend tout ça et on sympathise. On sympathise. Puis on espère que ça va être pour le mieux. Hey. Clarissa Shields a signé 8 millions sur 2 ans. Je ne sais pas si après, elle doit toucher des sommes. C'est un minimum de 8 millions. Minimum de 8 millions. Je veux juste dire là, quelque chose que je ne me fâcherai pas, mais
Tabarouette que je suis tanné, qu'il avait sur Shields à court après Leila Ali. Là. Hey, puis Leila Ali là, qui continue tout le temps à envenimer la situation. Là. C'est comme si moi, à 43 ans, genre, je me disais je vais aller battre Wilkins Mathieu. Tu sais, voyons, je me ferais traverser en 2 câbles. Genre, c'est-tu fatigant? Moi aussi, je trouve que c'est un combat qui ne fait pas de sens. Ça ne m'intéresse pas, premièrement. Leila Ali, je pense qu'elle a pris sa retraite, ça fait quoi, 13 ans? Plus que Elle n'a ça, pas je pense 16 reboxé. ans, je pense. Je ne sais plus. Bref, ça ne m'intéresse pas. Cela étant dit, on se rappelle qu'à son dernier combat contre Perkins, pas contre Perkins, contre Lani Daniels, elle avait annoncé que son contrat avec Salita était terminé puis qu'elle allait magasiner. Elle a magasiné, elle a dit cette semaine qu'elle a passé à un cheveu de signer avec MVP, mais qu'il n'offrait pas assez d'argent, puis qu'il n'offrait pas assez de conditions. C'est ça qui a fait balancer. Elle a quand même réglé certains comptes qu'elle avait avec Nakisa où ils ont discuté puis ils ont réglé des chicanes qui existaient, qui étaient latentes. Par contre, elle est revenue chez Dimitri Salita, là où elle est toujours été, dans le fond, et eux lui ont offert ce fameux contrat de 8 millions minimum. Win Records, qu'est-ce qu'ils font là? Ben, Win Records, c'est l'agent, le manager de son conjoint, là, Papoose, le rappeur. Et on sait que Clarissa aime faire de la musique, mais aussi, ils vont faire une partie de sa gestion de l'image. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a un mix entre les deux. Salita s'occupe de la boxe, Win va s'occuper Et quand j'étais jeune, Papoose était supposé faire une bataille de rap, je pense, avec John Cena à WrestleMania, puis je pense qu'il n'avait pas réussi à rentrer dans l'état, il y avait quelque chose, tu sais, mais je savais pas qu'elle sortait avec Papoose. Oui, dans la couple avec Papoose. Puis elle rappe, je pense, des fois aussi, Clarissa. Oui, Clarissa, elle veut vraiment faire développer sa carrière d'artiste, là. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais ça dire, OK, je vais prendre 30 secondes pour le dire. C'est la journée que je fais des grandes confessions. Moi, là, je peux même pas concevoir qu'il y a un argument entre Clarissa Shields et Cathy Taylor pour savoir c'est qui la meilleure boxeuse des 20 dernières années. Moi, je vois Clarissa Shields comme une extraterrestre. Là. Je la vois comme la greatest woman of all time. Je trouve qu'elle est tout seule. Genre, on y amène des combats. Tu amènes tout le monde. Genre, elle est bas 190. Là, elle monte de catégorie de poids. Elle laisse des corps à terre. Là, moi, je la trouve incroyable. Elle a une seule défaite dans sa carrière. Elle a gagné les Olympiques à 17 puis 21 ans. Elle a vengé sa défaite contre Savannah Marshall. Moi, je trouve qu'elle marche sur les os. Genre, je trouve que. Elle rapporte énormément d'argent. J'ai jamais vu personne dominer comme ça. Puis là, les gens, ils font des histoires. Ouais, mais Cathy Taylor, pour avoir 6 défaites tellement qu'elle a de combat par décision partagée. Clarissa Shields est the greatest woman of all time de loin. Les haters de Clarissa Shields ou ceux qui. Il n'y a pas juste les haters de Clarissa Shields, il y a les haters de Clarissa Shields, mais il y a aussi ceux qui voient notre amie Taylor en avant. Souvent, ils vont argumenter ceci. Ils vont dire ouais, mais elle a juste affronté des pieds de céleri, Clarissa Shields. Ça, c'est le fameux argument qu'on entend souvent. Mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, c'est pas parce que ta division est faible que tu n'es pas exceptionnel. C'est pas vrai, c'est pas vrai, effectivement. Il y a certaines. Elle a quand même affronté Anna Gabriel, elle a quand même affronté des filles extraordinaires. Là. Savannah Marshall. Savannah Marshall avait l'air intouchable, elle l'a pris. Franken Crudezern pour passer pro, c'est quand même pas pire. Oui, mais il y en a qui vont dire Franken, on ne l'aime pas. Les haters gonna hate, comme on dit. Ils vont toujours avoir du hate. Moi, je pense que Clarissa Shields fait passer tout le monde pour des débutants. C'est un petit peu mon opinion là-dessus, parce qu'elle est vraiment supérieure à tout le monde dans ses catégories. Il y a eu Roy Jones en 96, puis il y a eu Clarissa Shields depuis qu'elle a commencé à boxer. C'est les deux plus dominants que j'ai vus. Là, les haters de Clarissa Shields vont tous t'écrire, Laurent, puis ils vont dire « Ah, Laurent! Prépare-toi! » Ils vont t'écrire, c'est sûr, après avoir regardé, écouté ce podcast. Avec leur joke de l'autre fois, j'étais fâché après ta gang. Là. Il me semblait qu'elle avait plafonné. Ouais. Ah, comment ma gang? Ta gang, là, qui disait à cause que Kim Clavel est redevenue championne du monde. Là, moi, j'avais dit qu'elle avait plafonné. Genre, il y a une coupe de podcast. Pour la petite, les gens ne savent pas, là. Mais c'est parce que dans le fond, OK, on va remettre en contexte ceux qui sont des nouveaux followers. Laurent a déjà dit, quand Bermudez a gagné contre Kim Clavel, que
elle avait plafonné. Il a dit ça sur ici. Ben oui. Là, hein. ça l'a fait son bout de chemin, puis c'est venu aux oreilles de la garde rapprochée de Kim Clavel et de Kim Clavel, bien sûr. Et ça te suit depuis ce temps-là, parce que tu te rappelles, elle m'a déjà signé un autographe en disant qu'elle m'aimait plus que toi depuis ce temps-là. Puis là, depuis qu'elle a battu Sol Koudos, Laurent, il se fait troller sur les internets. Ça, le coup d'os, que je savais pas que c'était comme une numéro 1 pound for pound maintenant. Là, genre, il faut. Laurent, il se fait troller. Il a été obligé quasiment de marcher sur des œufs parce que il y a les amis de Kim Clavel qui lui ont rappelé que Kim avait plafonné, supposément. Pour vrai, j'ai adoré ça. D'ailleurs, le combat qui est remis, là, ça a une petite influence sur l'espace-temps où Kim espérait affronter Yokasta Valley. Ben moi, j'ai parlé à Kim depuis il y a quelques semaines, puis le plan d'affronter Yokasta Valley n'était pas formel encore. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être. On va voir qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui va arriver. Là. Le Kim vient de recevoir sa ceinture IBF, elle l'a reçue hier ou avant-hier. Je pense qu'on a vu des photos. Très contente pour elle. Est-ce que la suite, c'est vraiment Yokasta Valley? Je ne suis pas certaine, on verra. Si c'est ça qu'elle veut, je lui souhaite. Mais si elle préférerait attendre un peu plus tard dans l'année, prendre une défense optionnelle ou essayer d'aller en unification contre Sarah Borman, qu'on pourrait parler tout de suite tant qu'à être rendu là, je serais d'accord. Moi, je vais prendre ce qu'on va lui donner. Pour les gens à la maison, là, en Allemagne, là, tu ne peux pas gagner. Et là, Sarah Borman, elle affrontait une japonaise. Là, Yuko Kurori, la championne WBA. Ouais. Là, je vous le dis, là, tu t'installes devant ton YouTube. Là, si tu es malhonnête, tu as 6 rondes pour la japonaise. Si tu es très, très difficile dans ton arbitrage, tu en as 7. Puis si tu es honnête, tu as 8 rondes. Okay? C'est 8-2 pour la pauvre petite madame du Japon. Il swing la victoire pour Sarah Borman. Et le monde, là, ça vomit. Il y avait des emojis de vomi partout, genre sur Twitter. Le monde capotait. Puis, toi, tu étais fâché. Toi, tu étais vraiment fâché. Tu m'écris tout de suite. Tu m'as dit, hey, pour la japonaise, je pense qu'elle avait un certain âge, la japonaise. Je pense qu'elle avait pris le combat genre à 5 ou 7 jours. Là, elle arrive là, elle fait une belle performance. Je pense qu'elle s'est blessée en plus, puis elle boxait quasiment une main. Tu sais, tout était contre elle, puis en plus, les 3 juges s'en vont la poignarder dans le cou. Genre. Elle a bien boxé, Yuko Kurori. Et, un scandale. Moi, je me suis amusée. J'ai dit, tant qu'à le regarder, je vais juger comme un Allemand. J'ai dit, je vais juger comme un juge pas neutre. Puis là, j'étais là, ce round-là, il a fait. Kurori a gagné pratiquement toute le round, mais l'autre a fait tel coup à la fin. Je vais le donner à Borman. Puis dans le fond, ça m'a mené exactement à un 6-4, 6 rounds à 4 pour Borman si je jugeais comme un Allemand. Oui, donc, voilà. On le dit pas avec racisme. C'est vrai. C'est juste que c'est vrai que c'est difficile de gagner en Allemagne. Puis Borman a eu plusieurs résultats controversés. Là. Jessica Neri-Plata, elle a gagné contre Borman, OK, en Allemagne. Mais ils ont donné un split, tu te rappelles? C'était loin d'être un split. Là. Mais tu sais, Neri-Plata, elle lance du volume, elle se déplace, genre Borman, elle est comme complètement débordée, elle finit qu'un split. Mais là, c'est vrai, on peut gagner en Allemagne, là, mais tu sais, c'est limite. En conclusion, Sarah Borman, amenez-nous ça à Kim Clavel. Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Kim Clavel, de l'Allemagne. Kim Clavel l'a déjà battu chez les amateurs en plus. Mais il va falloir payer un prix de fou. MVP va payer. Amenez-la, puis après ça, on fera un combat pour Undisputed contre Yokasta. C'est ça que je veux. Amenez-la, Borman, à Kim Clavel. C'est sûr que ce serait l'idéal qu'ils nous sortent. Tu sais, là, je vois que tout le monde semble se pitcher sur la date du 31 janvier parce que la semaine d'après, c'est du Super Bowl, genre, je pense le 8-7 ou le 8. Moi, je trouve ça trop tôt. Je trouve ça trop tôt, mais c'est mon opinion personnelle. Fin février, début mars, ce serait intéressant si c'est ça, exact. Au Théâtre Saint-Denis. On voulait parler de Desley Robinson. Tantôt, tu disais qu'elle était vraiment bonne sur ses médias sociaux, puis tu la voyais partout depuis un bout. Oui. Ouais. Desley Robinson, pourquoi qu'on en parle? Ben parce qu'il faut la surveiller. Si on aime Tamara Thibault, là, puis on est derrière Tamara Thibault, il faut surveiller Desley Robinson parce que Desley Robinson possède 2 titres sur 4 dans la catégorie de Tamara. Elles sont signées chez le même promoteur et on sait que ce promoteur n'a pas de problème à mettre ses boxeurs l'un contre l'autre. La preuve, c'est qu'on a galé contre Nix dans pas long, etc.
Et c'est intéressant, c'est la première fois qu'elle boxait sur une carte d'MVP. La plupart des gens ne l'ont jamais vu boxer parce qu'elle boxait en Australie. Et là, on a la chance de l'avoir boxé en Amérique. Elle était en sous-carte de Plata, justement, contre Loulou Juarez il n'y a pas si longtemps que ça, en octobre. Ça n'a pas été long, hein? Mais ça n'a pas été long. Elle a retourné notre cher Logan Haller à la maison en 1 round. Cela étant dit, puis c'est pas pour parler contre Desley Robinson. Desley Robinson, j'ai vu pratiquement tous ses combats. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle vaut, puis c'est quand même une bonne boxeuse technique. Mais Logan Haller avait pas d'affaires dans le même ring que Desley Robinson sur un combat de championnat entre toi et moi. Logan Haller, si tu te rappelles bien, il y a 3 ans en arrière, tu sais, quand je commençais mon podcast, mettons, elle était classée, mettons, top 5. Dans le temps que Marie-Ève Dicker se battait, elle était championne. Puis, elle a eu après ça une série de défaites. Elle a entre autres perdu contre Chevelle Hallback. Elle a perdu un paquet de décisions bizarres. Enlève rien à Chevelle Hallback, genre c'est une mutante. Mais c'est pas pour elle enlever. Elle n'a jamais vieilli. C'est juste que Logan Haller, elle a été exposée dans certains combats. C'est plus ça que je veux dire. Puis, elle n'a pas pu récupérer vraiment. Et je pense que c'était lui. Elle a eu un gros cadeau d'être amenée dans un combat pour 2 titres là, face à Desley Robinson. J'aurais vraiment préféré voir une meilleure adversaire, mettons Melinda Watpool contre Desley Robinson, une fille comme ça qui est capable d'au moins faire la distance. J'ai trouvé que Desley Robinson aussi, elle look beaucoup, tu sais, vraiment, elle est musclée, hein, c'est un bon... Elle est top shape. Oui, c'est ça que je voulais dire, elle est top shape, elle est musclée, genre, des fois, elle va prendre des photos avec un genre de sou de gladiatrice, genre, tu sais, il me semble que je vois déjà un combat avec quelques ceintures en jeu contre Tamara Thibault, mais tu sais, avec un beau package promo avant, puis vraiment monter ça là, en épingle, genre. Je vous le dis, là, ces filles-là, Tam et Desley, en 2026, ça va s'affronter. Pour combien de titres, je ne sais pas. Parce que les 2 autres titres, tu te rappelles, il y a eu Olivia Curry qui a affronté Kay Scott pour un combat nul il n'y a pas longtemps. Ben, le rematch a été annoncé pour le 20 décembre pour ces 2 filles-là, pour les 2 autres titres. Tamara est mandatoire de la gagnante à la WBA du côté des 2 filles sur la carte de Salita et elle est aussi mandatoire de Desley Robinson. Donc, elle a 2 options ici. Est-ce qu'elle va aller vers les filles de Salita en premier pour ramener les titres, faire une unification complète avec Desley ou elle va affronter Desley tout de suite? Je ne sais pas. Mais 2026, mon petit doigt me dit que ça va s'affronter, ces 2 filles-là. Je pense qu'ils vont manquer de congé au travail parce qu'il va y avoir du combat de championnat du monde. Je vais vraiment avoir mal à la tête. S'ils pouvaient nous amener ce combat-là au Canada aussi, ça serait très agréable. Vu que maintenant, en même temps, tout est loin de Rimouski, là, que ce soit à Montréal ou à New York. Non, mais là, arrête-moi avec ça. Je peux prendre l'autobus. Je vais m'organiser. L'autre fois, il y a un de mes amis, il t'a vu au terminal d'autobus au lendemain du combat de Kim Clavel. Puis là, il voulait te parler. Mais là, ça a l'air que tu étais d'un appel conférence puis que tu jacassais, genre, sur ton banc d'autobus. Il dit, j'ai même pas été capable de l'approcher. Sur mon banc d'autobus. Ça a l'air que tu jacassais, genre, d'un appel conférence. J'étais à Berry, là, à Centrale-Berry. J'attendais mon autobus. Tu peux le nommer, le gars, hein? Non, on n'a plus le droit de le nommer, il est en politique. Ah oui, c'est vrai. C'est un ancien gars de Boxing Town. On va dire ça de même, qui est en politique maintenant. Ouais. Voilà. Ancien animateur vedette de l'Armada. Je lui ai jasé, je lui ai dit salut. Après, ben c'est ça. Au moins, il n'y a pas de secrets d'État qui ont été évoqués à haute voix. Peut-être que vous auriez pu négocier les rondes de 2 à 3 minutes. Peut-être. Je veux juste mentionner ici, vite, c'est des petites nouvelles rapides en rafale. Chantel Cameron a décidé de ne pas affronter Sandy Ryan. Ça avait été ordonné par la WBC et Cameron a laissé vacant son titre WBC parce que tout d'un coup, elle aussi, elle veut faire du 3 minutes. Ça me fait un peu sourire parce qu'elle n'a jamais mentionné qu'elle voulait le faire avant. Elle a défendu dernièrement son titre WBC intérim sur du 2 minutes. Chez MVP, elle n'a pas laissé vacant. Elle a été élevée championne régulière entre-temps et tout ça, elle l'a laissé. Est-ce que c'est vraiment parce qu'elle veut faire du 3 minutes? Sandy Ryan n'est pas d'accord. Elle a dit c'est rendu l'argument facile de laisser ton titre WBC. Sandy Ryan, il faut qu'elle fasse attention. Il ne faut pas qu'elle se pinceur dans le coin.
Sandy Ryan, quel joke! Et Marie-Pierre qui me l'a conté, celle-là. Hein. Bon, Sandy Ryan, juste pour dire, si on se rappelle bien, il y a plusieurs années de ça, quand je commençais le podcast, elle se battait à 140 livres avant d'affronter Marie-Pierre Roule. Elle était mandatoire de Chantel Cameron. Il y avait énormément de beef entre les deux. Cameron ne semblait pas vouloir l'affronter. Ryan collait Cameron à tour de bras. Et ça c'est jamais arrivé, ce combat-là, et tout le monde voulait le voir. Donc, moi, quand ça a été ordonné, j'étais toute excitée de ça. J'ai dit, ah oui, enfin, on va voir ce combat après plusieurs années. Mais non, il va falloir que je prenne mon mal en patience. Ça n'arrivera pas. Chantel, on ne sait pas trop. Elle va se battre peut-être pour les autres titres qu'elle n'a pas. Donc, je ne sais pas trop. Elle a abandonné un titre, puis elle n'a pas d'autre en main. C'est ça. C'est Katie Taylor qui est encore propriétaire de plusieurs des titres, même si elle est à NRS. J'adore ça, propriétaire des titres. C'est propriétaire des titres. C'est elle qui est la droite propriété de Katie Taylor. Une autre nouvelle en rafale, Laura. Sky Nicholson. On n'a plus entendu parler beaucoup depuis qu'elle a perdu contre Tara Brown. Elle a fait une coupe de combat de retour, puis elle est descendue à 122 livres. Puis là, elle s'en va en championnat intérimaire face à Julianne Luna. Il y a une stratégie en arrière de tout ça. Pourquoi qu'elle veut aller à 122 livres? C'est que le money fight à faire pour elle, c'est d'affronter Ellie Scotney, qui devrait se battre pour Undisputed à son prochain combat face à Mayeli Rosquero. Alors, Sky Nicholson court après Ellie Scotney et elle veut forcer un combat ordonné. C'est pas compliqué, c'est ça qu'elle veut. Elle veut forcer un combat ordonné. Donc, il va falloir vérifier parce que Julianne Luna n'est pas une adversaire facile. Ça a déjà été une championne du monde dans d'autres catégories, dans la plus petite catégorie que ça, à 118 livres. Maintenant, elle est à 122. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que Sky va gagner, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est un style qui est plutôt compliqué pour Sky, à mon avis, le style de Julianne Luna. Sky a quand même une bonne boxe technique, une grande portée, puis tout ça, puis le fait qu'elle est gauchère et tout. Mais ici, j'ai hâte de voir le clash, qu'est-ce que ça va donner. C'est bientôt. Je voulais qu'on termine avec un sujet qui... Cecilia Brækhus, qui a pris sa retraite. Cecilia Brækhus, Laurent, elle a battu Emma Kozin pour 2 titres. C'est les 2 mêmes titres qui ont été mis en jeu face à entre Mary Spencer et Mayer, parce que Cecilia Brækhus avait déjà annoncé que gagne ou perd, elle prenait sa retraite, c'était son dernier combat. Donc, elle a gagné les titres face à Emma Kozin et les a laissés vacants la journée même ou le lendemain. Je ne sais pas si tu connais un peu la petite histoire de Cecilia Brækhus, mais Cecilia Brækhus a été undisputed à 147 livres dans un pays où la boxe tout court, même pas féminine, la boxe tout court n'était plus légale chez les professionnels depuis 1981. Je pensais, quand tu parlais de la petite histoire, je pensais que tu allais revenir plus loin. Là, je pense qu'elle est née en Colombie, adoptée par des riches parents norvégiens. Elle est adoptée en Norvège. Elle a fait toute sa première... Elle a appris à boxer en Norvège. Mais en Norvège, elle ne peut pas boxer. En 1981, la boxe est devenue illégale après quelque chose qui s'est passé là-bas, autant chez les gars que chez les femmes. OK? Et après ça, c'est resté comme ça jusqu'en 2014. La boxe illégale. Donc, Cecilia Brækhus est devenue championne undisputed. Elle devait se battre en Allemagne. Elle ne pouvait même pas se battre chez elle devant son public et est devenue une sorte de vedette vraiment célèbre en Norvège. Puis elle a vraiment utilisé sa notoriété pour faire lever le ban sur la boxe en Norvège. Oui, mais Marie, il y a vraiment eu, tu sais, là, mettons, là, tu sais, là, Christy Martin est au cinéma. Oui. Il y a eu son époque à Christy Martin. Là, après ça, il y a peut-être eu Léla Ali. Mais là, si tu regardes dans l'organigramme, je suis un peu mêlé dans mes années, mais je dirais que Cecilia Brækhus, à une époque où la boxe féminine était comme à terre, genre, elle a tenu un 10-11 ans, là, c'était elle, la numéro 1. Là. C'était la grande star de la boxe féminine. La première dame, puis il y avait... Elle était undisputed aussi à une époque où il y avait presque personne undisputed à 4 titres. Elle a tenu le sport, mais elle était... Tu sais, le mot, j'ai envie de dire, elle était comme gracieuse. Elle avait de la classe, la première dame. Tu sais, il y avait quelque chose autour d'elle. Il l'appelle the First Lady of Boxing. Elle a été intouchable pendant comme 10 ans.
mais tout le temps loin de la maison. Donc, à un moment donné, elle a utilisé sa notoriété pour travailler le gouvernement au corps. Là. Elle a vraiment travaillé le gouvernement au corps pour qu'il lève le ban. Et c'est en 2014 que le ban a été levé. Mais c'est en 2016 qu'il y a eu un premier vrai événement de boxe organisé en Norvège professionnel. Mais est-ce que tu te rappelles? Oui, mais c'est ça, mais c'était elle, la promoteur. Mais est-ce que tu te rappelles ce qu'elle avait fait pour faire un genre de petit buzz? Dis-moi, je ne me rappelle pas. Moi, j'ai tout un cerveau. Ah ouais, dis-moi ça. Elle avait mis des gars entre les rondes, genre, pour faire un clin d'œil, genre, tu sais, comme en bas, parce qu'elle avait fait des combats de boxe féminine. Puis quand c'était de la boxe féminine, elle mettait des gars pour passer les cartes, genre. Des ring boys. Ouais, mais moi-même, je l'ai fait déjà à Gatineau. Ouais, t'étais-tu bon pour faire le... J'avais le petit genou, mais il y a eu des plaintes. Tout ça pour dire que Cecilia Brækhus, c'est grâce à elle qu'on peut boxer professionnellement en Norvège. Ça l'a aussi ouvert les portes à plein de nouvelle génération de jeunes boxeurs et boxeuses qui n'avaient pas vraiment d'avenir dans leur sport, outre leur sport amateur. Marie, question précise. On pourrait avoir un film sur Cecilia Brækhus au même titre que Christy Martin, là, avec du recul. Il pourrait, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est une femme de couleur. Donc, c'est une latino, elle était foncée. Donc, tout ça fait que c'est spécial parce que c'est une femme de couleur dans un monde très blanc, qui est la Norvège, qui a ouvert des portes. Undisputed, mais elle, tu sais, le fait de vouloir devenir championne dans une deuxième catégorie, elle caressait ça beaucoup, là. Et elle a réussi à son dernier combat chez elle. Mais elle aussi, ça rajoute un peu à sa légende, tu sais, parce qu'elle a été quelques années où elle ne gagnait plus, là. Mettons, de 38 à 41 ans, c'était difficile. Puis là, elle a perdu contre Mika Skill 2 fois. C'était. On pensait que c'était la fin. Tu sais, les gens découvraient Mika Skill. C'est ça. On dirait que les légendes, ils savent faire des choses légendaires, comme se retirer sur une victoire avec 2 ceintures. Moi, je trouve qu'en tout cas, elle a eu une belle carrière. Elle a ouvert beaucoup de portes. Je salue Cecilia Brækhus. Elle ne comprend pas le français probablement, mais c'est une inspiration pour plusieurs. Elle a été une grande dans son sport. La raison pour laquelle Marie-Ève Dicker est passée pro, c'était d'affronter Cecilia Brækhus. Je n'ai eu que de bons mots face à Cecilia Brækhus. Chris Namus l'a déjà affronté, si je ne me trompe pas. Elle est devenue partenaire de sparring de Brækhus pendant un bout dans ses belles années. Elle était en Norvège faire du sparring avec elle. Puis elle m'a déjà raconté que c'était une très chic dame, une très chic boxeuse, vraiment une personne intéressante, intelligente, posée. Parlant chic dame, intelligente et intéressante, Marie-Ève Albert vous convie à être là le mois prochain pour le prochain épisode. Mais oui, parce que là, on a fini, on a tout fait nos sujets. Écoute, je te souhaite un beau mois de boxe. On est rendu monnayable pour la télé tellement qu'on rentre dans le temps. Incroyable. Là, le mois prochain, il ne faut pas manquer ça parce que là, il va y avoir eu probablement le combat de Léla Baudouin. On va pouvoir en parler. On va avoir des dates pour Caroline Vert. Si on n'enregistre pas avant, parce que là, on est le 11. On enregistre dans 30 jours. Non. On va s'arranger. Entre Léla et Noël. On va s'arranger pour que le combat de Léla soit fait. Ça, c'est sûr. Je te souhaite une excellente fin de journée. Un bon mois de boxe, Laura. Pneumonie? Pneumone-le. Ça va, c'est une journée fériée aujourd'hui. Ouais, t'as mis un L. Pneumone-le. Pas grave. C'est une nouvelle maladie. Pas grave. Bye. À la prochaine.